Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce numéro de votre émission Entretien. Entretien, c'est l'analyse de l'actualité, c'est l'analyse des questions qui font débat. Et vous le savez, l'actualité reste marquée par ce tête-à-tête mercredi entre le chef de l'État, Joseph Kabila, et son homologue François Hollande au palais de l'Élysée. La coopération entre les deux États, mais aussi des questions liées à la situation en Centrafrique ont été évoquées au cours de cet entretien. Pendant ce temps, nous allons également parler de cette réunion de la commission du comité technique de suivi et d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba. On va voir comment les parties prenantes à cet accord sont en train d'exécuter les clauses de ces traités, justement. Et enfin, nous allons revenir sur les 17 ans de la révolution menée par M. Laurent Désiré Kabila. Que reste-t-il justement de ce combat mené par l'ancien chef de l'État avec ces trois mots qui nous a laissé s'organiser, se prendre en charge, mais surtout ne pas trahir le Congo? Et pour essayer d'évoquer toutes ces questions, nous avons reçu sur ce plateau un ancien compagnon, bien sûr, des musées, mais également sénateur depuis la Troisième République, le sénateur Léonard Cheokitundu, qui est également cadre de la majorité présidentielle. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Nous commençons par l'actualité. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a rencontré hier son homologue français, François Hollande. Et beaucoup parlent d'une rencontre de normalisation. Il y en a qui disent que justement c'était une rencontre à caractère économique. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Comment peut-on résumer cette rencontre en ce moment précis où notre pays est en train de travailler pour atteindre l'émergence? Écoutez, ce que moi je peux vous dire à propos de cette rencontre, c'est que je pense que la France, là, a repris l'initiative dans le cadre des relations avec la République démocratique du Congo. Des relations qui sont hautement importantes pour différentes raisons. La place géostratégique de la RDC dans le continent. Vous voyez aussi les différents conflits qui se déroulent autour de nous aujourd'hui. Le fait aussi que la France a joué un grand rôle au Conseil de sécurité pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, il y a un lien très particulier qui nous lie à la France. Donc, sur le plan personnel d'abord, je veux dire, je serai peut-être moins diplomatique à ces sujets. Moi, j'ai plutôt l'impression que le président de la République française, en l'occurrence ici François Hollande, a dû faire amende honorable. Vous savez, quelques difficultés qui ont eu lieu lors du sommet de la francophonie. Et là, je pense que la première chose qu'il faut retenir, c'est que François Hollande a fait amende honorable. Et le comportement du président français a eu, à mon avis, des répercussions, plus ou moins, je ne dirais pas négatives, mais quand même problématiques dans les relations privilégiées qui devraient lier la France à la République démocratique du Congo. Et si bien qu'il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup d'équivoques. Alors, que ce soit le président français qui invite son homologue congolais à Paris, c'est un grand événement. Ça veut dire que le président français a pris conscience qu'il y avait peut-être erreur dans son comportement ici à Kinshasa et qu'il fallait vite normaliser la situation, pour reprendre votre mot, Oui. vu la situation actuelle, mais aussi voir que la France ne peut pas avoir des relations qui sont plutôt ponctuées de beaucoup de malentendus avec la RDC, parce qu'alors, je pense que ça aurait des répercussions dans les relations même de la France avec l'Afrique, parce que la République démocratique du Congo n'est pas un pays à ignorer. Alors, moi, je dois vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. Pour un ancien ministre des Affaires étrangères, j'ai toujours considéré que nous devrions maintenir des relations exceptionnelles avec la France.
c'est la palissade que chaque fois, revenir sur le fait que le Congo est le premier pays francophone du monde, après la France. C'est clair. Par rapport à la superficie, au nombre d'habitants. Et le sort de la langue française, il ne faut pas oublier, se joue en République démocratique du Congo. Vous savez, la France avait son précaré, particulièrement à l'Afrique de l'Ouest, quelques pays ici. Mais je peux vous dire que la question de la langue française se pose actuellement dans le monde. Et le sort de cette langue se joue ici. 70 millions d'habitants, et ça c'est encore approximatif, on ne sait pas ce que le recensement va donner réellement. Et nous risquons après d'avoir une révélation, peut-être qu'on on avoisine déjà les 100 millions d'habitants dans ce pays. Alors, comprenez, vous pouvez additionner le nombre d'habitants dans d'autres pays francophones du continent, ça n'avoisinerait pas la population congolaise. Donc, c'est très important. Imaginez si la République démocratique du Congo basculait dans l'anglophonie. Quel serait le sort de la langue française en Afrique? Voilà. C'est un élément important. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Pour le reste, il y a sur la question de relations diplomatiques, le grand paradoxe que nous avons avec la France. Nous avons été plutôt colonie de la Belgique, mais la France a été d'une grande utilité pour la RDC, particulièrement quand il le fallait, et surtout au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand nous avons été agressés. Les résolutions concernant la RDC ont toujours été préparées par la France. Et c'est la France qui faisait, aussi, vous voulez, la puissance charnière au Conseil de sécurité, c'est-à-dire nous avions un appui inconditionnel de la Russie et de la République populaire de Chine. Ça, il faut que les gens le sachent. Et qu'au Conseil de sécurité, c'est la France qui faisait la décision. Si la France était du côté de la Russie et de la République populaire de Chine en faveur du Congo, alors en ce moment-là, nous gagnions au Conseil de sécurité. Mais si la France basculait du côté des anglo-saxons, là, c'était fini. Et rappelez-vous, même quand on parle de balkanisation, toute cette appréhension qu'il y avait, c'est de ce côté-là qu'il y avait un véritable danger. Et pourtant, la France n'a pas d'intérêt stratégique en RDC. C'est ça le paradoxe. La France n'a pas d'intérêt stratégique. C'est à peine aujourd'hui si Total est en train de venir. Et on se posait souvent la question, mais pourquoi la France s'active de cette manière en faveur de la République démocratique du Congo? Et c'est ça ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Justement. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, c'est une correction dans les relations ambiguës qu'il y avait entre nous et François Hollande. Tout à fait. Si nous devons partir justement de cette logique, est-ce qu'on peut dire c'est véritablement, on peut considérer comme repenti sincère pour la France, en l'occurrence le président français, ou alors c'est parce que aujourd'hui, visiblement, sur le plan économique, le pays est en difficulté, est en train d'explorer d'autres marchés, pourquoi pas pour se faire un peu une santé sur le plan économique. Est-ce que c'est parce que nous sommes prêts à leur donner ce que nous avons besoin, nous pouvons leur proposer, que finalement la France se rend à l'évidence qu'il faut collaborer avec nous? Non, mais il y a tout ça à la fois. Mais il faut quand même reconnaître l'attitude de François Hollande en République démocratique du Congo. François Hollande venait fraîchement d'être élu. Et vous savez les circonstances dans lesquelles François Hollande a été élu. François Hollande n'aurait pas été élu sans l'appui, par exemple, de l'extrême gauche française, qui avait quand même quelques réserves à l'égard de la RDC. Il y avait aussi énormément des militants du Parti socialiste français qui étaient influencés surtout par l'opposition congolaise, et puis certaines forces aussi qui étaient... Les combattants, par exemple. Voilà, par exemple. Et là, je pense qu'ils n'avaient pas une information objective sur ce qui s'est passé en RDC. Si bien que ces influences-là de certaines forces, non seulement au Parti socialiste, mais aussi de la société civile française aussi, ont fait que François Hollande devait nécessairement, avait une obligation de redevabilité par rapport à une frange des composantes de la gauche française qui ont contribué énormément à son élection. Ça, effectivement, était de beaucoup dans le comportement de François Hollande ici. Et là, il n'avait pas agi en homme d'État. C'est ça la question. Il n'a pas agi en homme d'État. Alors maintenant, et puis, ce n'était pas un secret, je pense que François Hollande, c'était sa première expérience gouvernementale, et au plus haut niveau. Je crois qu'il n'a jamais été au gouvernement de la République française. Et maintenant qu'il est revenu aux affaires,
hein, après avoir pris ses quartiers à l'Élysée, je crois qu'il a pris conscience des grandes questions des relations internationales. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il a commencé à comprendre l'importance de la République démocratique du Congo et peut-être aussi du gouvernement de la République, notamment par rapport à ce qui a été fait. Rappelez-vous, il y a quand même des acquis considérables, la réunification de ce pays, le dialogue intercongolais, la réconciliation nationale, et tout ça, l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, déjà depuis 2006. Tout ça a fait que Hollande aujourd'hui, je crois qu'il ne pouvait plus ignorer les acquis de celui qui conduit les affaires actuellement en RDC, le président de la République, pour ne pas le citer, Joseph Kabila. Je crois qu'il a appris à connaître celui qui est actuellement à la tête du pays. Et là, je crois qu'il a pris acte. Et c'est pour ça que j'ai dit, sans parler aller jusqu'à dire que c'était un repentir, oui. Mais moi je pense que François Hollande a fait amende honorable. Et c'est tout à l'honneur, non seulement de la République française, mais aussi du peuple congolais aujourd'hui. Du peuple congolais. Alors, on va finir ce dossier par là. Aujourd'hui, le Congolais moyen, votre électeur, s'il venait à vous demander qu'est-ce que le Congo gagne, par exemple, après ce genre de tête-à-tête, que leur diriez-vous? Mais énormément. Je viens de vous dire maintenant tout ce qui constitue la France pour la République démocratique du Congo. Vous savez que la situation conflictuelle en RDC sur le plan diplomatique, rappelez-vous, je pense que si aujourd'hui nous avons la paix dans notre pays, la France a été de beaucoup. Ça, déjà avant, vous vous rendez compte que quand il était question en Ituri, la France s'est engagée, contrairement aux autres puissances occidentales, pour la République démocratique du Congo. Donc, ça c'est déjà important. Nous devons avoir un appui de la France, surtout au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État a toujours dit, il y avait 3 options. Il y avait, pour rétablir la paix, diplomatique, militaire et politique. Sur le plan politique et militaire, il faut dire que la France a joué un rôle important. Et sur le plan diplomatique et militaire, la France a joué un rôle important, ne serait-ce que pour la résolution sur la brigade d'intervention actuellement à l'est de la République. Donc là, on a tout à gagner. Pour le reste, moi j'estime que, et c'est pour ça, j'étais content d'apprendre que une grande partie de cet entretien a été consacrée aux questions économiques. Oui, parce qu'on a évité les questions sensibles, par exemple, la question de la révision. Oui, tout ce qui concernait, tout ce qui relevait de la souveraineté de la RDC. Et je crois que c'est très bien. Hollande a refusé de s'amener dans ce terrain, justement. Tout à fait. Et puis en même temps, à quoi aurait servi d'inviter le chef de l'État de la République démocratique du Congo en France pour répéter les mêmes erreurs que celles qui ont été commises sur le territoire congolais? Non, je crois que ça aurait été même quelque part un affront. Oui. Et ce n'aurait pas été une très bonne chose pour recevoir un hôte comme celui qui constitue le chef de l'État aujourd'hui. Et ça aurait été même un pas de clair, je ne pense pas. Donc tout ce qui relevait de la souveraineté, je crois qu'on a évité, mais plutôt ce qui concerne les relations bilatérales. Et vous avez évoqué tout à l'heure la question en Centrafrique. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, il y a un redéploiement des troupes tchadiennes. Et c'est difficile aujourd'hui de trouver des troupes pour rétablir la paix, éviter que les deux communautés en Centrafrique en viennent aux mains, encore que malgré tout ça, il y a quand même beaucoup de vies qui aujourd'hui sont en danger en République centrafricaine. Le comportement des forces armées congolaises a été de loin positif, et vous avez remarqué, et ça veut dire que il fallait à tout prix s'assurer que nous maintenions nos forces armées en République centrafricaine, parce que non seulement nous apportons là un concours pour le rétablissement de la paix en Centrafrique, mais en même temps, la RDC ne peut pas se permettre de voir une Centrafrique à feu et à sang, parce que nécessairement, ça a des répercussions dans notre pays. Donc nous avions tout intérêt aussi à discuter cette question avec le président Hollande pour voir comment la RDC, en plus des troupes qui sont sur le terrain,
comment contribuer à la stabilisation de la situation en Centrafrique. Alors, et puis les questions économiques, hein. Moi je pense que le fait que nous partagions la même langue facilite aussi certains échanges, hein. C'est ça aussi la question. D'où il est important que les entreprises françaises, vous avez parlé des difficultés aussi actuellement en France au niveau du chômage, la croissance qui ne vient pas, donc une espèce de récession, et tout ça fait que la France aussi a besoin de débouchés. Oui. Alors, venir dans un pays où l'on parle la même langue, et pas n'importe quel pays avec d'énormes potentialités que la France peut exploiter, je crois que tout concourait à ce qu'on normalisa le plus rapidement possible nos relations avec la République française. Vous savez, souvent, nous qui sommes francophiles, on a souvent dit qu'on a des relations avec la Belgique, parce que la Belgique a été notre colonie, donc il y a des liens historiques. Mais avec la France, le fait de partager la même langue, le fait que la France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, la France a un rôle important à jouer dans notre pays, et pour plusieurs raisons, même culturelles, hein. Le Congo peut être considéré comme la deuxième France dans le continent africain. Voilà, on espère que tout ce qui a été dit à Paris sera bénéfique à la population congolaise. C'est tout le souhait de Congolais et de nous tous. Alors on va prendre le deuxième sujet, c'est la réunion du comité technique d'évaluation et de suivi de l'accord cadre. Le pays se réunit, c'est vrai, il y a une relative accalmie à l'est du pays, même si finalement il y a quelques zones où il y a encore des affrontements, mais du moins dans la plupart de contrées de l'est de notre pays, la guerre appartient au passé, si on peut le dire, même s'il y a quelques poches résiduelles d'insécurité. Est-ce ça, on doit ça essentiellement à la communauté internationale ou à la montée en puissance, comme ça s'est dit ici, de notre armée? Je crois que c'est la conjonction de tous ces facteurs. On revient encore une fois sur les trois options levées par le président. C'était politique, diplomatique et militaire. Sur le plan diplomatique, vous avez vu, là c'est la résolution, le déploiement de la brigade d'intervention, et les pressions qui ont été faites sur Kigali et Kampala pour ne plus apporter le raid au M23, mais aussi effectivement, quand vous regardez sur le plan militaire, la montée en puissance des forces armées congolaises. La restructuration de cette armée qui était infiltrée, il ne faut pas l'oublier, une armée aussi qui ne disposait pas des moyens de sa mission, ça il faut le reconnaître, non seulement dans les conditions de vie de nos militaires, et puis en plus en campagne, c'était quand même terrible, mais en même temps, au niveau même de l'équipement, l'équipement était dérisoire. Et là, je crois que sous la houlette du président de la République, non seulement on a amélioré la condition du militaire en campagne, mais en même temps, on a donné aux forces armées l'équipement dont elles avaient besoin pour effectivement venir à bout de tous ces mouvements rebelles. Et puis en plus de ça, il faut reconnaître, de tous ces mouvements des groupes armés, au fait, le plus coriace, le plus dangereux, c'était le M23. Pour quelle raison? C'est parce que le M23 était aidé par deux pays voisins. Alors que les autres, ce sont des groupes armés qui vivent avec des moyens du bord. Si vous avez le LRA aujourd'hui, ou même le FDLR, tout, ce ne sont pas des mouvements qui sont aidés par un pays bien déterminé. Mais ce sont des gens qui vivent d'expédients, soit en se livrant dans le commerce illicite, et puis ensuite dans les systèmes de troc pour bénéficier des équipements. Donc là, les forces armées congolaises aussi ont joué un rôle important dans la réduction de ces groupes armés, qui, comme vous dites, n'est-ce pas, il ne reste quelques poches de résistance. Et moi, je disais toujours, dès lors qu'on aura éliminé le M23, les restes de groupes armés, je crois que les forces armées de la République démocratique du Congo pouvaient s'en occuper elles-mêmes. Et c'est ce qu'on voit actuellement, même si de temps en temps, on a quand même besoin au niveau de certains renseignements importants de l'équipement de la brigade d'intervention et même de la MONUSCO. Il n'empêche que sur le terrain, ce sont les forces armées congolaises qui s'activent, par conséquent,
tous ces facteurs-là réunis font qu'on peut valablement considérer que les forces armées ont joué un rôle, en tout cas, sinon pas primordial, mais en tout cas substantiel dans la réduction des groupes armés. Alors, le délégué de l'Union africaine dans la région des Grands Lacs, M. Diarra, dénonce quand même, après la journée de mercredi, il dit tout de même, oui, on a évalué la situation, il y a progression, mais il demande aux États d'aller jusqu'à demander la démilitarisation des troupes, par exemple des rebelles M23 qui ont traversé dans les autres pays voisins, notamment au Rwanda et en Ouganda. Mais apparemment, les participants semblent négliger cette question. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Bon. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière une telle option? Tout à fait. Vous savez qu'il y a des engagements que nous avons pris dans le cadre, pour ne pas utiliser la tautologie, dans le cadre de l'accord cadre. Oui. Et ces engagements incombent non seulement au Rwanda et à l'Ouganda, mais en même temps à la République démocratique du Congo. Pour la République, il y a un engagement en tout cas qui est commun à tous les États qui étaient concernés par le conflit, c'est particulièrement la non-ingérence dans les affaires internes d'un pays. Hein, ce qui implique qu'il n'était pas question que le Rwanda et l'Ouganda aident le M23, qui était un groupe armé chez nous. Alors, et nous, il y avait en plus du fait qu'on devait s'abstenir d'apporter un concours aux groupes rebelles de ces deux pays qui opèrent en RDC, nous avions aussi des engagements sur le plan de certaines réformes institutionnelles qu'il fallait opérer dans notre pays. Mais ce qui nous engage de part et d'autre, c'est surtout cette obligation de non-ingérence dans les affaires intérieures de notre pays. D'ailleurs, c'est un engagement superflu parce que d'autres conventions nous obligent à ne pas nous ingérer dans les affaires internes d'un pays. Alors, chez nous, de notre côté, c'est particulièrement la neutralisation du FDLR. Hein, et puis aussi d'autres groupes armés importants, mais le groupe de ce côté-ci, qui était considéré comme plus important à part le M23, c'est le FDLR. Nous devions neutraliser le FDLR. Et puis, aux deux pays, de ne plus aider le M23. Mais ce que nous constatons maintenant, et on le voit, alors que les forces armées congolaises font tout pour faire éradiquer le FDLR et les autres mouvements, nous avons l'impression que, effectivement, on a cessé d'aider le M23 en territoire de la République démocratique du Congo, mais nous avons l'impression qu'il y a eu un certain laxisme par rapport à ce mouvement pour leurs militaires qui se sont réfugiés, particulièrement en Ouganda et pourquoi pas, d'ailleurs, même au Rwanda. Est-ce que ces gens sont effectivement neutralisés? Il y a lieu de se poser des questions et c'est pour ça que dans le mécanisme de suivi, il faut qu'on soit assez rigoureux et qu'on ne mène pas les actions uniquement en territoire congolais. On doit aussi demander des comptes. Il y a une obligation de redevabilité de la part du Rwanda et de l'Ouganda par rapport aux membres du M23 qui se sont réfugiés à la fois au Rwanda et à Kampala. Mais alors, sans vous couper, je crois que on constate que cet accord exige plus de la RDC de fournir beaucoup d'efforts, mais pas aux autres. D'ailleurs, le président tanzanien l'avait dit à un moment donné, quand on exige par exemple un dialogue national au Congo, on ne l'exige pas au Rwanda, alors que le problème du Rwanda, c'est la cohabitation pacifique entre le Hutu et les Tutsi. Et presque pareil aussi en Ouganda, où il y a la LRA se bat parce qu'il y a une communauté qui est exclue. Mais pourquoi on n'a pas exigé à ces gens-là lorsqu'on signait cet accord-là? Tout à fait. Ça paraît même un petit peu injuste. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le théâtre des opérations, c'était en territoire de la République démocratique du Congo. Donc, c'est nous, effectivement, qui devions tout faire pour montrer notre engagement à nous impliquer dans les obligations qui nous incombent conformément à l'accord cadre. Parce que le FDLR, ils sont en République démocratique du Congo, et le M23 opérait en République démocratique du Congo. Ces deux mouvements n'opéraient pas ni en Ouganda, ni au Rwanda. Donc, c'est vrai que c'était injuste. Mais nous, au contraire, nous devons tout faire pour régler ce qui nous incombe à nous. Et ça, c'est important. C'est pour ça que, à partir du moment où le M23
avait même des revendications sur la question de la réforme institutionnelle, et que c'était un mouvement armé. On a voulu faire croire, même à la communauté internationale, qu'il y avait une espèce de guerre civile en RDC. Et que pour résoudre cette guerre civile, il fallait aussi procéder aux réformes institutionnelles, qui étaient aussi une des revendications du M23. Pour trouver un compromis, et il fallait aussi montrer notre bonne volonté de ce côté-là. C'est vrai que c'est pour ça que ça paraît injuste. Non seulement nous sommes astreints à respecter les relations de bon voisinage, à respecter toutes les conventions qui nous interdisent de nous ingérer dans les affaires internes d'un autre pays. Il y a aussi ce qui a été quelque part imposé à la RDC, c'est de procéder à certaines réformes institutionnelles. Et sur ce plan, je crois que beaucoup de choses ont été faites. La réforme du service de sécurité et de l'armée, la réforme au niveau de la gouvernance. Beaucoup de lois ont été adoptées aussi sur la question de la gestion financière. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites dans le cadre de cet accord qui nous lie conformément à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et ce n'est pas pour rien, effectivement, qu'à l'est du pays se déroule une rencontre d'évaluation par rapport à l'application de cet accord cadre. Et là, je pense qu'à notre niveau, nous avons la conscience tranquille. Quand je vois tout ce qui a été fait par ce mécanisme, et en même temps, à la fois au niveau gouvernemental et même au Parlement par rapport à certaines lois que nous avions adoptées, je crois que nous pouvons dire que nous avons respecté scrupuleusement nos obligations qui relèvent de l'accord cadre. Alors, est-ce qu'à notre niveau, il y a une autre question qui se pose souvent dans la rue ou dans l'opinion congolaise, est-ce que nos partenaires qui sont liés avec nous dans cet accord, sont-ils sincères avec nous? Lorsque, par exemple, on regarde ce qu'il fait, au Congo-Brazzaville ici, il y a Mounene qui a été arrêté, le général Mounene, il y a Oundjani, le chef de Enyele, qui normalement devait être extradé ici. On ne les a jamais vus ici. Brazzaville a refusé, mais à un moment donné, on apprend qu'Oundjani est tué loin de Brazzaville. On ne sait pas, il s'est trouvé comment en ces milieux-là. Et qu'est-ce qu'on dira de l'Angola et de tous ces pays-là? Est-ce que vraiment, soit nous ne jouons pas correctement ce que nous n'apportons pas le message qu'il faut apporter à nos partenaires, ou alors ce sont eux qui sont un peu hypocrites devant nous? Bon, là, il faut faire la part des choses. Et si l'on vise le conflit dans les Grands Lacs et qui nous a opposés au Rwanda et à l'Ouganda, vous savez, la bonne foi, la sincérité, elle se juge sur les actes. Oui. On ne peut pas, comme ça, de manière abstraite, dire si tel pays ou non est sincère. C'est sur les actes. Alors, ce que nous pouvons constater pour l'instant, c'est que la paix que nous célébrons aujourd'hui à l'Est, c'est dû aussi au fait que les deux pays, en tout cas ostentatoirement, ostensiblement, ils n'aident plus le M23. Donc aujourd'hui, le M23 s'est transformé. Vous savez qu'il y a eu des mesures, la loi sur l'amnistie qui a été adoptée. Beaucoup de responsables du M23 sont venus signer l'engagement qui n'allait plus recommettre ces faits, faute de quoi l'amnistie serait annulée, il ne pourrait plus prétendre à une amnistie ultérieure. Donc il y a des actes concrets qui se posent. Alors maintenant, et c'est pour ça que je dis, mais nous restons quand même sur notre faim et nous devons être vigilants. Parce que pour qu'on juge de la sincérité de ces deux pays, il faut en tout cas qu'on vérifie les activités de ceux du M23 qui aujourd'hui se sont réfugiés dans les deux pays. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Au début, là, c'était un nombre limité et on a appris qu'en Ouganda, il y avait 1500 membres du M23 qui se sont réfugiés là-bas. Comment ces gens vivent? Qu'est-ce qu'ils font? Et ça, c'est une question, effectivement, qu'il faut se poser. Vont-ils demander à ces gens de regagner le pays? Ça, c'est une autre chose. Mais vous savez, il y a d'autres engagements sur le plan international, notamment la Convention sur le statut de réfugié. Il y a beaucoup d'autres engagements qui font que le retour de ces gens, contre leur volonté, pose encore des problèmes. Et donc, mais nous continuons à suivre. Alors maintenant, de l'autre côté-ci, vous avez parlé des relations avec Brazzaville, tout ça, effectivement, il y a un problème. Et là, au niveau de l'extradition,
moi j'ai toujours dit, je ne vois pas le Congo-Brazzaville nous livrer ceux à qui vous avez fait allusion, même s'ils les avaient arrêtés. Je vois très mal, pour des raisons historiques, c'est tout à fait évident, le Congo-Brazzaville a toujours refusé d'extrader les gens vers la République démocratique du Congo. Mais ce que nous demandons à ces pays, c'est de neutraliser ces gens, ne pas les mettre hors d'état de nuire. C'est-à-dire, à la rigueur, ils peuvent leur accorder le statut de réfugié, s'ils le méritent bien, pourquoi pas, ou même leur accorder un séjour prolongé, mais pour autant qu'on les mette hors d'état de nuire, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le territoire congolais pour attenter à la sécurité de la République démocratique du Congo. Parce que là, il y a énormément de conventions qui nous lient, non seulement dans le cadre de la CAC, mais les conventions de l'Union africaine, qui ne permettent pas au Congo-Brazzaville d'agir dans ce sens. Mais ce qu'on a constaté, c'est que c'est le contraire. C'est la grande surprise, notamment en ce qui concerne Oujani, qui était censé être en prison, et puis tout d'un coup, on le trouve dans d'autres circonstances, armé jusqu'à s'opposer aux troupes, aux troupes congolaises d'en face. C'est quand même assez curieux. Et là, encore une fois, comme je vous ai dit, la sincérité, elle ne se décrète pas. On ne peut pas l'apprécier de manière abstraite. Il faut juger sur le terrain. Donc ça montre que nous devons rester vigilants de ce côté-ci, entretenir de bonnes relations, mais dans le maintien de la vigilance. Voilà, nous allons finir cette émission en parlant justement de 17 ans de la Révolution. On se souvient, vous avez travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila. 17 ans après la Révolution, puisque le gouvernement actuel, le président Joseph Kabila, est parmi les gens qui ont travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila. Est-ce que 17 ans après, avez-vous l'impression que l'engagement politique, la vision politique des musées continue-t-elle encore aujourd'hui? Moi, je crois que oui. D'une part, Musée n'a pas eu le temps d'achever son œuvre. Encore qu'en politique, il y a toujours le goût d'inachevé parce qu'on ne finit jamais en politique. Mais il y a un élément important chez M. Laurent Désiré Kabila, c'est que quand même, nous lui devons l'espace démocratique qui règne actuellement dans notre pays, parce que c'est lui qui a donné l'estocade à la dictature le 17 mai. Je vous rappelle qu'effectivement, il y a des gens qui ont bravé la dictature dans ce pays, hein, qui ont abouti même à la conférence nationale souveraine, rappelez-vous. Et puis après, il y a eu une transition interminable, mais toujours bien encadrée par le dictateur de l'époque, si bien que on ne voyait plus le bout du tunnel, parce que sous prétexte de transition, la situation politique était contrôlée par le dictateur lui-même. C'est pour ça que Mzee avait refusé de s'associer au combat qui était mené à l'intérieur du pays, parce qu'il estimait que ça ne menait nulle part, même s'il y a beaucoup d'avancées, et il y a beaucoup de gens qui ont joué un rôle extrêmement important dans l'affaiblissement, la fragilisation de la dictature. Il n'empêche qu'il a fallu un coup depuis l'extérieur, le 17 mai, pour venir à bout de la dictature. Donc là, je tiens encore à rappeler sur le plan historique, il faut rappeler le fait. Il ne faut pas oublier que 2 mois seulement après le gouvernement du 30 juin, hein, 2 mois seulement, le 2 septembre, il y a eu le premier coup d'État du président Mobutu à l'époque, avec le collège des commissaires généraux. C'est ce coup d'État qui a mis fin à l'expérience démocratique, qui n'a pas duré, parce qu'il n'a pas duré que 2 mois. C'est à partir de ce moment-là qu'on a attenté à la République. Et je vous rappelle toujours que la République, ici chez nous, on l'apprécie seulement comme un espace territorial. Mais non, la République, c'est l'incarnation des valeurs. Oui. Le fameux article 220 dont on parle, c'est quoi? On ne peut pas remettre en cause la forme républicaine de l'État. Ça veut dire que la République, c'est d'abord les valeurs. Et ces valeurs-là, on les a attentées le 2 septembre 1960. C'est pour ça que comparaison n'est pas raison. Rappelez-vous, quand le général de Gaulle, la France était occupée, le général de Gaulle était à Londres. Et de Gaulle parlait au nom de la République française. Oui. Alors que Pétain, lui, qui est resté chef d'État, il parlait au nom de l'État français. Oui. Et pourquoi? Les valeurs républicaines étaient incarnées par de Gaulle à l'extérieur. Alors, comparaison n'est pas raison, c'est à peu près ça. Il y a ceux qui militaient contre la dictature à l'intérieur du pays, ils incarnaient les valeurs républicaines. Et puis ceux qui ont milité contre la dictature depuis l'extérieur, les deux actions conjuguées se complétaient, mais l'action extérieure
a permis de venir à bout de la dictature. Et c'est pour ça que, et ça, c'est l'œuvre de Laurent Désiré Kabila, qui a réussi où tout le monde a échoué. Donc nous lui devons la restauration de la République dans notre pays. Ça, c'était un élément important. Et puis en plus, le message qu'il a laissé, c'est d'abord de ne pas trahir la République, parce que le fait d'imposer une dictature, c'est déjà la trahison du peuple congolais. C'est trahir le peuple congolais que de remettre en cause la forme républicaine de l'État. Et après, Mzee avait estimé que nous ne pouvions pas être ce pays qui a toujours la main tendue vers l'extérieur et que les Congolais doivent se prendre en charge. Il faut que les Congolais apprennent que l'avenir de ce pays dépend d'eux-mêmes. Et c'est d'où cette question de la prise en charge par les Congolais eux-mêmes. Donc ce message restait valable. Et puis, tout le monde l'a répété depuis un certain temps, c'est la révolution pardon. Vous savez, dans d'autres pays, lorsque Mzee est entré le 17 mai, peut-être que beaucoup de gens qui ont joué un rôle lors du régime ancien, peut-être qu'ils auraient été à l'échafaud. On les aurait peut-être passés par les arbres. Mais certains ont été peut-être mis en prison pendant un certain temps pour des questions d'ordre public ou même de sécurité, oui. Parce qu'il y avait des mesures de précaution qu'il fallait prendre, parce qu'on les renversait, il ne fallait pas qu'ils rétablissent la dictature. Mais peu de temps après, lorsque le Mzee avait pris le contrôle de la situation en main, et on a remis ces gens en liberté. Justement, on vous accuse aussi, lorsque vous avez, surtout vous qui avez travaillé avec Mzee, la rigueur qui existait à l'époque de Mzee. Aujourd'hui, apparemment, ça n'existait plus. Mzee donnait une parole et comme par, je ne sais pas, par un bâton magique, c'est tout le monde qui obéissait. Ce que Mzee a laissé, les services nationaux, cette culture du patriotisme. Lorsque une localité était attaquée, quand Mzee passait à la télé pour demander à la jeunesse de s'enrôler, le stade refusait du monde. Mais tout apparemment, toutes ces valeurs sont parties, honorable. Bon, mais vous savez, les circonstances ne sont plus les mêmes. À l'époque, nous étions dans les cas de pouvoirs extraordinaires. Donc, Mzee lui-même incarnait un peu la République. Il était charismatique. Comme je disais, incarnait la République. Oui. Et puis, à l'époque, nous ne voulions pas que les partis politiques s'expriment en ce moment-là, parce que nous étions dans un cadre de pouvoir extraordinaire. Il fallait d'abord consolider le rétablissement de la situation sur le plan politique et sécuritaire avant de permettre aux gens d'exercer leurs droits politiques. Donc toute l'attention était braquée, focalisée sur la personnalité de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il incarnait vraiment, c'était quelque part peut-être la seule source du pouvoir. Bon, mais maintenant, les circonstances ne sont plus les mêmes. Après, il y a eu cette guerre, et en plus, le pays était divisé peut-être en 4, avec autant de mouvements de rébellion, et il fallait à tout prix organiser le dialogue intercongolais, nous organiser, nous réconcilier pour former le gouvernement. Le fameux 1+4, certains ont dit que c'était un monstre à 4 têtes. C'était une formule vraiment, mais alors inédite dans le pays, encore que ça a quand même eu quelques effets positifs. Tout ça a fait qu'il y a eu une dilution de l'autorité. On ne peut plus se comporter actuellement comme on était avec Mzee, parce que les partis politiques maintenant sont en train d'œuvrer conformément à la Constitution. Les gens s'expriment, donnent leur point de vue, et on ne peut plus imposer de manière autoritaire. Je crois qu'il faut quand même se respecter certains principes constitutionnels qui mettent au premier plan la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de réunion, et le fait d'accepter que d'autres personnes aient une autre opinion sur le même sujet. Ça fait que les règles démocratiques interdisent un certain autoritarisme, comme on l'a vu à l'époque, dans des conditions extraordinaires, parce que la situation exige cela. Souvent, même en République française, si vous regardez l'article 16 de la Constitution française, donne au chef de l'État français, dans des moments exceptionnels, des pouvoirs extraordinaires. Il peut se passer du Parlement. Donc, c'est à peu près la même situation que nous avons vécue. Donc, à la décharge des autorités actuelles, il faut comprendre que nous sommes déjà en démocratie, et en démocratie, tout autoritarisme n'est pas conseillé. Très bien. Alors, une seule petite chose avant de conclure cet entretien honorable, c'est aujourd'hui les images que nous avons vues le 17 mai, quand on regarde certains collaborateurs de Mzee, on voit que leur situation presque
Ils sont pas comme on ne reconnaît pas ces gens-là qui ont servi la République. Il y en a qui sont devenus des citoyens ordinaires, c'est normal, peut-être parce qu'ils ne travaillent plus. Mais pourquoi ne sont-ils plus à la page? C'est parce qu'ils n'avaient pas, pour la plupart, la compétence voulue, ou parce que, bon, comme disent certaines personnes, les mouboutistes que vous aviez combattus, qui ont été récupérés par le président Kabila dans l'élan de la mise ensemble de toutes les forces nationales pour pouvoir avancer. En fait, son souci de construire le Congo avec tous ceux qui partagent avec lui la passion du Congo, ces mouboutistes ont émergé jusqu'à devenir de plus kabylistes que les kabylistes eux-mêmes. Non, vous savez, moi je dirais tout simplement que on a commencé avec la révolution pardon, et maintenant nous sommes dans le cadre de la cohésion nationale, de la réconciliation nationale. Donc je pense qu'il faut que tout le monde contribue à l'édification nationale et à la consolidation de cette République. Mais ce qui implique, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas qu'on oublie ceux qui ont joué un rôle déterminant, particulièrement par rapport à la chute de la dictature. Je crois que ces gens se sont imposés énormément de sacrifices. Et je crois qu'il faut leur reconnaître le mérite d'avoir joué un rôle important pour la chute de la dictature. Par conséquent, il ne faut pas les marginaliser. Je crois que tout en tendant la main à tout le monde pour la contribution à la consolidation de la démocratie, je crois que cela implique qu'on pense aussi à ceux qui jouent un rôle important, parce qu'alors à ce moment-là, ce serait une grande injustice. Ce serait embrasser ceux que nous avons combattus et oublier ceux qui ont joué quand même un rôle presque déterminant. Et donc, à travers votre question, c'est vraiment un appel qu'il faut lancer. Il faut qu'on pense à ces gens. Et penser à ces gens voudrait dire que, comme on voit dans d'autres pays, quand on parle des compagnons de la Révolution, ce n'est pas uniquement en RDC, c'est dans tous les pays. À ces gens, il faut vraiment penser à eux, et surtout à l'occasion du 17 mai, jour historique important, mémorable, il faudrait qu'une mémoire leur soit consacrée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Je précise que nous avons reçu le sénateur Léonard Cho Kitundu, avec qui on a évoqué plusieurs questions d'actualité, notamment la rencontre entre le chef de l'État Joseph Kabila et son homologue français François Hollande, la 7e réunion du comité technique de suivi et d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais on a fini aussi en tant que l'un de ceux qui ont accompagné M. Laurent Désiré Kabila sur les 17 ans de la révolution. Vous avez entendu, il ne faut pas oublier ceux qui ont fait qu'aujourd'hui qu'il y ait des élections, ceux qui ont bravé les menaces de nature différente pour qu'il y ait un certain 17 mai 1997. Il faut toujours penser à ces hommes. On a vu comment Maître Célestin Louangui est décédé, on a vu l'état de santé du professeur Babimbaye. Ce sont des gens qui ont servi la République. Il faut vraiment penser à eux. Honorable, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. À la prochaine. Merci bien. Merci à vous tous. Nous allons nous retrouver lors d'un autre numéro, toujours avec le même projet, mais dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.